Invité ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. On va justement parler de l'actualité parlementaire puisque cet après-midi, le projet de loi immigration arrive en séance publique dans l'hémicycle à l'Assemblée. Avec d'abord une petite subtilité de procédure, ce qu'on appelle une motion de rejet. Elle a été en l'occurrence celle-là déposée par les écologistes. Ce sont eux qui vont la défendre au nom du tirage au sort. C'est donc ce texte qui va être soumis à tout le monde. Si la motion de rejet est adoptée, le parcours parlementaire du texte est suspendu. Est-ce que les députés Rassemblement National voteront pour cette motion de rejet ? D'abord, il faut préciser, Adrien Gindre, que cette motion de rejet, elle n'a pas été déposée que par les écologistes. Tirage au sort. Les LR ont déposé une motion de rejet, les écologistes ont déposé une motion de rejet, donc il y a un tirage au sort pour savoir si finalement on sort le texte dès ce soir. Le Rassemblement National va se prononcer dans l'après-midi. Nous allons débattre entre députés, nous nous retrouvons à 15h30 et nous allons déterminer notre position. Il y a des avantages. Pas prise, non, il y a des avantages d'un côté et de l'autre. Lesquels ? Le premier avantage, ne pas voter la motion de rejet, permettre au texte de se dérouler, c'est permettre pendant 15 jours de développer nos arguments, d'exprimer nos positions devant les Français sur ce texte dont on va immédiatement, j'imagine, parler et qui nous semble ne pas être tout à fait à la hauteur et même de porter en lui de graves difficultés supplémentaires pour la politique migratoire de la France. Voter la motion de rejet, c'est évidemment se débarrasser immédiatement de ce texte à l'Assemblée nationale, là aussi on peut en reparler, qui a été détricoté par rapport au texte du Sénat, et on reviendrait sur le texte du Sénat qui irait dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire, c'est un peu technique, la réunion des députés et des sénateurs pour retravailler ce texte. Donc vous voyez, des deux côtés, il y a de quoi à la fois débattre, il y a du pour, il y a du contre, on va déterminer notre position. Qu'est-ce qui va se passer entre 8h30 et 15h30 qui permettra de trancher, ce qui n'a pas permis ce matin ? Nous allons d'abord débattre et voter, parce que nous sommes un groupe démocratique dans lequel... C'est pas Marine Le Pen qui décide. Non, on va débattre ensemble. Marine Le Pen a une position qu'elle exprimera devant le groupe, mais on a cette culture du débat. Pas trop le groupe imposer une position à Marine Le Pen. Non, mais je pense qu'on sera, vous savez, souvent, après nos débats, apparaît une position commune assez naturellement. Nous, on considère que ce texte, aujourd'hui, il a de graves difficultés. D'abord parce qu'on réfléchit dans le même cadre institutionnel. Avant qu'on en vienne au fond du texte, Sébastien Chenu, encore un mot sur la forme et ce qui va se passer cet après-midi. Ce matin, Gérald Darmanin s'est exprimé à la radio. Il dit, s'il n'y a pas de débat, ce sera un déni de démocratie. Il le dit à tous ceux qui pourraient tenter de voter la motion de rejet tout à l'heure. Lui, il plaide pour l'argument que vous venez de mettre en avant. 15 jours de débat sur l'immigration, ce sera utile. Oui, mais vous savez, c'est pas les gens qui utilisent le 49.3 toutes les semaines. Le gouvernement qui empêche les députés de débattre, qui ensuite peuvent venir donner des leçons aux députés en disant il faut débattre. Le gouvernement nous a habitués pendant, je crois, 20 fois d'utilisation du 49.3 à bâillonner le Parlement. Et là, il vient de nous dire il faudrait peut-être débattre. Donc, si vous voulez, c'est pas eux qui vont nous dire ce qu'il faut faire. Les députés sont des gens libres. Moi, je note qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Rien n'est très grave dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire que nous pouvons, nous, assumer les deux positions sans aucun problème. Simplement, ce qui est grave, c'est qu'on continue à réfléchir dans le même cadre, c'est-à-dire qu'en réalité, on reste dans ce cadre de soumission. Vous pouvez assumer les deux positions sans aucun problème. Mais bien sûr, parce que je viens de vous dire, elles ont, qu'on vote ou pas la motion de rejet, elles ont des avantages et des inconvénients. Sur le fond. Mais sur le fond, en revanche, là, on n'assume pas deux positions. Si la motion de rejet passe, la conséquence principale, c'est qu'on revient, pour faire simple, au texte du Sénat, qui a été considérablement modifié par la droite au Sénat. Pour le dire simplement, c'est une version plus ferme que le texte du gouvernement. Est-ce que c'est un texte qui vous convient ? Est-ce que pour le coup, ce texte-là, c'est un texte que vous pourriez voter ou au moins vous abstenir ? Alors, le texte du Sénat porte en lui plusieurs dispositions qui donnent un peu plus de fermeté à cette loi. Donc ça, on trouve ça intéressant. Mais il y a toujours, évidemment, la question de la régularisation des travailleurs illégaux sur notre territoire, qui est une ligne blanche. Qui a été considérablement durcie parce que ce serait vraiment une décision du préfet individuelle très cadrée. D'accord, mais enfin, ça reste un signal épouvantable envoyé en disant on ouvre une nouvelle voie d'immigration. Le texte du Sénat, il a quand même été drôlement amoindri à l'Assemblée nationale. Vous avez, j'ai regardé, 63 modifications d'articles, 27 articles supprimés, et on en a fait la liste. La restriction sur le regroupement familial, l'AME, la fin de l'aide médicale d'État, tout ça, c'est supprimé par l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je vous dis le texte du Sénat, au moins, pourrait présenter un avantage, revenir au texte du Sénat. Qui était mieux. Mais vous savez,
ce qu'il y aurait eu de plus simple, c'était que le ministre de l'Intérieur fasse une loi avec les dispositions techniques qui permettent de durcir un peu le droit des étrangers sur notre sol, dans une loi, et puis sorte les dispositions sur la régularisation des travailleurs sans papier. C'était quand même ce qui avait de plus simple, parce que nous, les dispositions techniques qui visent à durcir le texte, on aurait pu les voter, mais là, ils mettent comme une vache au milieu du couloir cette nouvelle voie d'immigration qui est absolument insupportable et qui fait que le texte en lui-même, on ne peut pas le voter. Sur l'AME, vous avez entendu ce que dit le gouvernement, ce serait considéré comme un cavalier législatif. Autrement dit, c'est une disposition qui n'a pas sa place dans ce texte-là. Gérald Darmanin a pris l'engagement d'y revenir plus tard. Oui, mais enfin, Gérald Darmanin, moi je me souviens de lui, quand le Sénat a supprimé l'AME, eh bien, il a dit c'est une bonne chose, ça me va très bien. Quand l'Assemblée nationale remet l'AME, majorité de Gérald Darmanin, il dit c'est une très bonne chose, ça me va très bien. En fait, je pense que le travail parlementaire. Non, Gérald Darmanin, c'est pas où il habite sur cette question-là. Sincèrement, ils n'ont pas de conviction. Et d'ailleurs, c'est un des marqueurs de la Macronie. Je vous rappelle que les macronistes au Sénat ont voté la loi, cette loi renforcée. Et puis à l'Assemblée nationale, la même majorité, les macronistes, ont déconstruit cette loi qui venait du Sénat. Donc, en fait, eux, ils voient l'immigration. Mais c'est pas des nuances. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de vision claire sur l'immigration. Ou plutôt, ils la voient comme un projet, là où nous considérons que c'est un problème d'accueillir 500 000 personnes par an sur notre sol. Alors, il y a aussi de la fermeté très claire et une mise en garde qui est adressée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, encore hier après-midi, quand il dit « Si dans un mois, il vous interpelle, vous, tous ceux qui pourriez voter contre, parce que le texte est bloqué, quelqu'un va dans la rue donner 3 coups de couteau à des enfants, alors qu'on aurait pu l'expulser, alors quelle est la responsabilité de ceux qui ne la votent pas, cette loi ?» Je trouve que ces pressions sont inadmissibles venant d'un ministre de l'Intérieur qui est totalement en échec, notamment sur les OQTF, qui nous avait dit j'irai à 100% de reconduction à la frontière, nous avons 7% il dit là, j'aurai des outils supplémentaires pour... Non, mais ça fait 6 ans que ces gens-là sont au pouvoir. Et aujourd'hui, il vient nous dire, finalement, ce serait la faute des oppositions si il y avait demain un attentat avec quelqu'un qui n'a pas été éloigné du territoire. Non, mais c'est une plaisanterie. La réalité, c'est qu'ils sont débordés par leurs incompétences, ils sont débordés par la nullité de leurs résultats, et que, comme d'habitude, Gérald Darmanin, on l'a vu à chaque fois, la faute, c'est les autres. Un coup, c'est les supporters anglais, un coup, c'est Kevin et Matteo, un coup, c'est les parlementaires de l'opposition. Mais quand est-ce que ce ministre de l'Intérieur assume ses responsabilités? Et vous ne partagez pas l'idée qu'il faut lui donner des outils supplémentaires dans la loi pour pouvoir lutter? Non, mais l'idée, c'est d'avoir une loi qui soit efficace. On a voté, il y a eu au Parlement 29 lois sur l'immigration qui ont été votées ces dernières années. 29 lois. Et on est en train d'en faire une nouvelle parce qu'en fait, aucune d'entre elles n'a donné satisfaction. Si parmi les 29 lois votées, il y en avait qui avaient protégé les Français et qui ne nous amenaient pas à ce type de résultat, on n'en serait pas là. Donc vous, au pouvoir, en imaginant que vous l'emportez en 2027, nous avons une autre logique. Vous en faites une et c'est fini. Nous avons une autre logique. D'abord, c'est pas qu'on en fait une, c'est qu'on demande aux Français leur avis à travers un référendum. Pourquoi ? Parce qu'il faut constitutionnaliser le droit des étrangers. Il faut faire rentrer dans notre Constitution le fait que quand vous entrez dans le pays, sous quelles conditions, pendant combien de temps, comment devenir français ou pas. Bref, le droit des étrangers doit être constitutionnalisé. Et puis, je le disais tout à l'heure, ne pas réfléchir dans le cadre qui est celui que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit la Constitution française qui prime sur les traités internationaux en la matière. On va parler également, Sébastien Chenu, ce matin, des questions d'autorité. Ça a été un débat ouvert, encore une fois, après le drame de Crépol et la mort du jeune Thomas dans la Drôme, mais qui se déroule maintenant sous tous ses aspects. La dernière déclaration en date, c'est celle de la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, qui a annoncé la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Est-ce que vous y êtes favorable ? Mais on est... au tout début du chemin, c'est très timide, elle n'ose pas, Aurore Bergé. Ce gouvernement n'ose pas, et d'ailleurs, elle on le voit. Pas quoi ? Elle n'ose pas aller sur une politique de fermeté vis-à-vis des familles de délinquants. Nous avions considéré qu'il y avait plusieurs dispositifs à mettre en place. Par exemple, la création de centres éducatifs fermés, un par département. La fin des allocations pour des familles de délinquants. L'expulsion de logements sociaux pour des familles de délinquants. Il y a toute une panoplie à développer sur laquelle Aurore Bergé ferait bien de se pencher. Là, qu'est-ce que c'est ? On va donner des travaux d'intérêt généraux, on va demander à une famille d'aller tondre la pelouse de la cité parce que son gamin a fracassé la ville un soir d'émeute. Moi, je l'ai vu à Denain, où le centre-ville a été considérablement abîmé par des délinquants, et on va dire, la réponse, c'est demander aux familles d'aller tondre la pelouse dans le parc municipal. Enfin, c'est pas du tout au niveau. C'est le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation, c'est une amende pour ceux qui ne se présentent pas aux audiences. Une amende pour des gens qui sont pas solvables parfois, mais allons plus
plus loin, occupons-nous de la majorité pénale à 16 ans, allons plus loin sur des mesures de fermeté telles que celles que je vous ai exprimées. Mais on a l'impression que ce gouvernement, c'est comme en politique migratoire, ils n'osent pas. Ils ont peur de la fermeté. Ils ménagent probablement aussi une sorte d'aile gauche dans la majorité. On l'a vu avec le président de la commission des lois. Et en fait, ils sont paralysés par leur peur. C'est la faute des autres. Ils n'osent pas. Ils ne se donnent pas les moyens. Et pourtant, sur le constat, ils disent aussi maintenant que l'insécurité, que les difficultés que les Français ont à vivre sereinement dans leur pays est souvent due à une politique migratoire totalement incontrôlée. Quand je vous entends, Sébastien Chenu, je me dis, en fait, vous nous dites, les mesures sont pas mal, mais elles vont pas assez loin. Donc pourquoi ne pas commencer par soutenir et voter ces mesures-là, quitte à aller plus loin plus tard ? On n'a pas le goût de l'effort inutile, si vous voulez. Nous, on propose un cadre dans lequel, je vous l'ai exprimé, avec des mesures très précises, qui sont financées, qui sont précises, qui sont adoptables tout de suite. À chaque fois qu'on a proposé ces mesures, parce qu'on l'a fait à l'Assemblée nationale, on a porté tout ça. L'AME, c'est venu en débat, l'aide médicale d'État à l'Assemblée nationale. Ce sont les macronistes qui l'ont rejeté. À chaque fois qu'on a proposé tout ça... Mais vous dites être attaché aussi au respect des règles. Il se trouve que si l'AME est un cavalier législatif, il faudra de toute façon revenir plus tard. Moi, j'attends de nos dirigeants qu'ils protègent les Français. Pas qu'ils lèvent le petit doigt en demandant la permission de pouvoir éventuellement déranger un dealer. C'est Gérald Darmanin qui nous disait « je vais fermer tous les points de deal en France ». On fait la liste des points de deal en France. Qu'est-ce qui a été fermé ? C'est Gérald Darmanin qui nous dit 100% des OQTF seront appliqués. On regarde, 7% aujourd'hui sont appliqués. C'est Gérald Darmanin qui dit on enferme beaucoup, on enferme les moins dans l'Union européenne et on a pourtant une surpopulation carcérale. Vous avez dû regarder son compte sur les réseaux sociaux, Twitter, X désormais. Quasiment tous les jours, Gérald Darmanin publie aussi le nombre d'étrangers expulsés. C'est ridicule. Mais Gérald Darmanin parle. Mais nous, on veut un ministre qui agit et on veut un cadre. Et d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que c'est la politique migratoire dans son ensemble qu'il faut revoir dans le pays. 60%, 66%, je crois, des Français partagent le sentiment de dire qu'il y a trop d'immigration dans le pays, dont 50% d'ailleurs des électeurs du Parti socialiste. Mais on était parti, Sébastien Chenu, sur l'autorité. Vous revenez à l'immigration parce que vous considérez que l'affaissement de l'autorité est lié à l'immigration ? Il y a plusieurs sources, mais je pense qu'effectivement, l'immigration est une source de l'affaissement de l'autorité. Quand vous avez 500 000 personnes qui entrent dans notre pays par an et qu'il y a des communautés qui se forment, qui sont ou hostiles ou incapables de s'assimiler à la loi française, aux coutumes françaises, à la vie française, évidemment c'est une source d'affaiblissement des autorités. Quand vous avez les classements que nous avons vus sur l'école, qui montrent l'effondrement de notre système scolaire, c'est un affaiblissement des autorités. Quand vous avez un pays dans lequel on vous répète matin, midi et soir qu'on est trop petit, on a été des racistes, on a pillé les pays qui ont été colonisés. Enfin, imaginons la relation qu'on aurait avec les Allemands si matin, midi et soir, on disait à nos partenaires allemands vous êtes des descendants de nazis. On ne pourrait pas avoir une relation, ce serait impossible de discuter avec eux. Heureusement qu'à un moment, on regarde devant et on construit les choses ensemble. Non, ici en France, matin, midi et soir, on dit aux Français vous devez vous faire pardonner, vous devez mettre un genou à terre, vous devez faire oublier la colonisation. Mais la France a reconnu des milliers de fois l'histoire qui est la sienne. Évidemment qu'il y a des zones d'ombre et des zones de grandeur dans un pays, mais est-ce qu'on peut simplement restaurer un peu de fierté nationale, le roman national, se projeter à l'international? Est-ce qu'on peut avoir les idées claires sur ça, ou plutôt que simplement dire aux Français baisser la tête? Sur l'autorité, est-ce que vous croyez à l'uniforme à l'école ? Gabriel Attal doit faire des annonces prochainement. Vous parliez tout à l'heure de Denain, c'est une des villes justement où l'expérimentation sera en pointe. Est-ce que c'est une mesure qui contribue au rétablissement de l'autorité? Oui, et d'ailleurs, à Denain, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des familles. Majoritairement, les familles, c'est une ville populaire, Denain, ont souhaité qu'on teste l'uniforme. À Perpignan, chez Louis Alliot, municipalité RN, même chose. Il y a sur la base du volontariat l'idée de pouvoir tester le port de l'uniforme, d'une tenue uniforme. Eh bien oui, je pense que ça va dans le bon sens. Nous l'avons proposé et défendu avec un texte porté par notre collègue député du Loir-et-Cher, Roger Chudeau. La majorité à voter contre. Donc aujourd'hui, ils perdent du temps parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas les idées claires. Moi, si demain Gabriel Attal nous dit on va tester dans l'idée de mettre la tenue uniforme dans les écoles, dans les collèges, en tous les cas de France, on sera favorable parce que nous avons qu'un discours et nous avons les idées claires. Ça passe par une mesure législative. Nous avons les idées claires à ce sujet. Nous défendons le port de la tenue uniforme dans les collèges. Maintenant, ce gouvernement, sur tous ces sujets d'autorité, mais c'est normal quand on voit les positions du président de la République, n'a pas les idées claires. Ils ont peur. Juste avant qu'on poursuive sur le président, je voudrais vous entendre aussi sur plusieurs textes qui vont être soumis au Parlement.
ce qu'on appelle les sujets de société dans les prochaines semaines. Cette semaine arrive en Conseil des ministres, ce sera demain le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. L'idée est de garantir cette liberté dans la Constitution. Dans quelques semaines, ce sera en février, le projet de loi sur la fin de vie, lui, sera à son tour présenté après un plan sur les soins palliatifs. Est-ce que sur ces sujets-là, les députés RN voteront oui? Alors, plusieurs choses. Il y a le fond et la forme, j'allais dire. La majorité des députés du Rassemblement national, moi je l'ai fait, ont voté pour la constitutionnalisation de l'IVG. On n'est pas sur un débat sur l'IVG, heureusement. Personne ne remet en cause l'IVG dans notre pays. Bon, la constitutionnalisation de l'IVG, moi je me rappelle aussi des propos de François Bayrou qui disait on n'est pas aux États-Unis, est-ce que vraiment on avait besoin de ça? On l'a voté pour protéger un peu plus formellement ce droit, il n'y a pas de problème sur ça, mais comme vous avez cité un autre texte sur la fin de vie très différent, qui fait appel à d'autres ressorts, ce sont des sujets, vous l'avez dit, de société, c'est-à-dire qui parfois, selon le vécu, selon la sensibilité des uns et des autres, la sensibilité intellectuelle, spirituelle, sur la fin de vie, il n'y a pas de position unique du RN? Il y aura des propositions, mais sur les textes de société, nous avons deux types de positions. Nous pensons que la société doit résoudre les problèmes de société à travers le référendum. Problème de société, référendum. Et puis sinon, il y a une liberté de vote sur les sujets de société dans notre groupe, comme elle existe d'ailleurs dans, je crois, la majorité des groupes. Parce que là encore, je vous dis, ça fait appel parfois à une intimité. Ça n'empêche pas d'avoir des convictions. Ça n'empêche pas de défendre. Personnel. Par exemple, moi je pense que sur la fin de vie, je pense que moi je suis plutôt favorable à ce qu'on accompagne plus loin et qu'on aide davantage, notamment sur le critère, sur la base de la loi Leonetti, la fin de vie, qu'on refuse évidemment l'acharnement thérapeutique, qu'on aide, qu'on soit sur les soins palliatifs, qu'on les aide. On est encore très loin de résultats satisfaisants dans notre pays concernant les soins palliatifs. Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin sur une loi sur la fin de vie? Moi, à titre personnel, le débat va éclairer ma conscience sur ça. Et je voterai en conscience. Vous parliez tout à l'heure de ce que n'ose pas faire l'exécutif. Le président de la République a fait savoir à nos confrères du Monde, via cette phrase ce week-end, le moment est venu d'un rendez-vous avec la nation. Il veut, cite nos confrères, tout à la fois redonner une espérance, un goût de l'avenir. Est-ce que vous attendez ce rendez-vous, cette espérance, ce goût de l'avenir? Il y a un rendez-vous avec la nation qui va donner le goût de l'avenir, c'est le 9 juin. Avec Jordan Bardella et les élections européennes. Là, vous avez un beau rendez-vous avec la nation qui peut vous redonner le goût de l'avenir si vous votez pour la liste de Jordan Bardella. Le 9 juin, c'est assez facile. Vous avez un rendez-vous qui est inscrit. Et tous vos vœux seront exaucés par magie. Non, mais il n'y a pas de magie. Nous considérons que c'est difficile de gouverner la France. Nous considérons que c'est exigeant. Mais à partir du moment où on dit la vérité aux Français, on prend déjà peut-être un peu d'avance. Le problème de ce gouvernement... On dit la vérité aux Français. Le gouvernement ne dit pas la vérité aux Français. Non, le président de la République, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, quand Darmanin nous parle des supporters anglais, quand il dit il y a plus de Kevin et de Matteo, quand sur Crépol, on ne veut pas donner les identités, on fait croire, on sous-entend aux Français, on essaye de masquer les choses. On pourrait renvoyer à l'opposition que les choses sont peut-être plus nuancées. Non, on renvoie rien à l'opposition, monsieur Jean. On renvoie rien à l'opposition. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent doivent assumer leurs responsabilités. Et le problème de cette société politique, c'est que ça fait 30 ans qu'on a des hommes et des femmes politiques qui manquent de courage, qui n'assument pas leurs responsabilités et qui se renvoient des ascenseurs les uns les autres lorsqu'ils sont au gouvernement. Donc on verra ce que c'est que ce rendez-vous avec la nation. On est habitué au blabla du président, les rendez-vous de Saint-Denis, les débats d'après le Gilets jaunes, les conventions citoyennes. Mais tout ça, ça a donné quoi ? Aujourd'hui, 6 ans après la première élection d'Emmanuel Macron, tous ces rendez-vous, ces grands-messes, elles ont donné quoi? Les gilets jaunes, ils sortaient sur les ronds-points pour que l'essence n'arrive pas à 1,50 € du litre. On est à 2 € du litre. Ça a donné quoi? Mais ça doit être utile puisque Jordan Bardella a participé aux rencontres de Saint-Denis. Mais parce qu'on est des gens responsables. On y va avec des idées, on y va avec des propositions, on nous donne la parole, on y va avec des idées et des propositions parce qu'on a des choses à dire. Le problème, c'est qu'à la fin, le président de la République dit... Voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. J'ai donné la parole. Il nous avait dit je tirerai les conséquences des émeutes. Mais enfin, on en est où? Quelles sont les dispositions qui sont prises aujourd'hui? Donc, vous voyez, moi, je suis inquiet. C'est le président du verbe, mais pas de l'action. Mais vous n'attendez plus rien de ce quinquennat? C'est-à-dire que jusqu'en 2027, vous n'attendez plus rien de l'action du gouvernement et donc de l'État? Mais je pense qu'à partir du moment où ce gouvernement refuse d'ouvrir les yeux, refuse de traiter les situations avec courage et fermeté, il y a peu de choses à attendre de lui. C'est pour ça que je pense que c'est important de lui envoyer un signal au mois de juin en votant pour la liste de Jordan Bardella le 9 juin. Je pense que c'est important que les Français disent « Nous ne sommes pas d'accord, nous en avons marre d'être pris pour des imbéciles, nous voulons être protégés dans notre budget, nous voulons être protégés dans notre pouvoir d'achat, mais aussi dans notre sécurité. » Le gouvernement refuse d'entendre ça et pire, il n'accepte aucune des propositions que lui fait l'opposition,
Combien de fois on a tendu la main? Combien de fois on a voté des dispositions en pensant que ça pouvait améliorer? On a fait œuvre de bonne volonté. À aucun moment, ils n'ont renvoyé Ça veut l'ascenseur dire que pour vous allez prendre en arrêter d'être de compte. bonne volonté parce que vous considérez Non, que ça ne parce sert que à rien? nous sommes guidés par l'intérêt général des Français. Quand on pense que ça va dans le bon sens, on vote les choses. On l'a démontré, on a voté Et des vous textes de continuerez. la gauche. On continuera si ça va dans le bon sens. C'est rare quand ça vient de la gauche. Mais nous considérons que là où il y a quelque chose à faire pour améliorer la vie des Français, les Français peuvent compter sur nous. On est l'alternative populaire de demain. Sébastien Chenu, justement, une déclaration de Gérald Darmanin avec laquelle, pour le coup, vous allez peut-être être d'accord. Moi, je pense, disait-il hier, qu'il faut soutenir le mieux placé, et il pense à Édouard Philippe en l'occurrence, parce que je crois que Madame Le Pen peut gagner l'élection présidentielle. Vous saluez ce que vous appelez quoi, un éclair de lucidité de Gérald Non, mais Darmanin? je crois que Gérald Darmanin, comme tout le monde, lit les sondages et voit que Marine Le Pen, aujourd'hui, remporte une confiance manifeste des Français sur de nombreux sujets. Les Français pensent qu'elle pourrait mieux les protéger qu'Emmanuel Macron, voit le travail effectué par Marine Le Pen, par ces ses députés, sondages-là, vous par y Jordan croyez? Bardella. Mais ils sont à un moment d'une photographie, à un moment donné. C'est pas suffisant pour gagner une élection, des sondages. Nous considérons que nous nous imposons comme étant la force qui, demain, peut gouverner le pays, l'alternative populaire qui, en disant la réalité et la vérité aux Français depuis des années, les amènera probablement, avec les solutions que nous proposons, sur un mieux vivre. Vous partagez l'idée de Gérald Darmanin qu'Édouard Philippe est aujourd'hui le mieux placé pour battre Marine Le Pen? Mais j'ai jamais pensé qu'Édouard Philippe pouvait gagner une élection présidentielle. Alors, vous venez de dire que vous vous fiez aux sondages, les sondages vous donnent le mieux placé. Vous me demandez mon avis. Les sondages aujourd'hui le donnent le mieux placé. Je vous dis que sur le fond, l'héritier d'Alain Juppé et d'Emmanuel Macron, cette espèce d'héritier spirituel finalement des deux, n'est pas la solution pour le pays. Voilà, je ne mésestime pas Édouard Philippe, je ne le mésestime pas, je ne le méprise pas, mais je pense qu'il n'a pas les solutions. L'homme de la retraite à 67 ans, l'homme qui a oublié de renégocier les accords avec l'Algérie alors qu'il était Premier ministre, l'homme qui a laissé s'installer les gilets jaunes en les désespérant, en laissant l'essence bondir, l'homme qui était pour les 80 km/h, je pense que ce n'est pas l'homme des solutions de demain. On parlait de Marine Le Pen, on a appris en fin de semaine dernière qu'elle était renvoyée en procès, ainsi que son père, la direction du parti des années 2010, notamment pour détournement de fonds publics et complicité dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Elle peut être présidente du groupe RN, porter la voix du RN et être envoyée en procès sans difficulté? Vous avez eu un garde des Sceaux qui était devant la justice alors qu'il était lui-même ministre de la Justice. Critiques. Des critiques, certes, mais enfin Marine Le Pen va aller pouvoir faire démontrer sa bonne foi. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas d'emploi fictif. Je rappelle, les termes de ce procès ne signifient ni enrichissement, ni emploi fictif. Ce sont les mêmes que François Bayrou, qui a eu des comptes à rendre lui-même la semaine dernière, et que Jean-Luc Mélenchon qui devra le faire dans les semaines à venir. Ça nous permettra de dire que l'Union européenne, avec ses pressions judiciaires qu'elle essaye d'imposer aux oppositions, eh bien, ne gagnera pas. Merci Sébastien Chenu d'avoir été l'invité de LCI.